Bonjour Vincent Payan. Bonjour. Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, était l'invité de l'émission politique hier soir sur France 2. Il a détaillé, parce qu'il a un peu changé d'optique, sa mesure phare, le revenu universel d'existence. Il devait être universel, justement. Il est un peu moins. On écoute Benoît Hamon. Je fais une proposition, que ce RSA soit bien porté à 600 €, versé automatiquement. Un tiers de ceux qui ne le touchent pas aujourd'hui le toucheront. Que les 18-25 ans et l'ensemble des salariés jusqu'à 1,9 SMIC perçoivent aujourd'hui un revenu universel qui sera de 600 € quand on n'a rien et qui sera dégressif jusqu'à 1,9 SMIC. Alors, ce qui nous amuse dans l'épisode, c'est pas tellement le fond. Voilà, il explique le revenu, il sera accordé sous condition de ressources aux jeunes, à d'autres. C'est qu'au début, c'était un revenu universel et il a marqué les esprits avec cela. Il a peut-être remporté la primaire grâce à cela, parce que pour ça a paru généreux et novateur pour un électorat de gauche. Puis maintenant, il rectifie, comme s'il n'avait pas bien réfléchi. Alors, c'est une démarche politique qui, quand même, est étonnante. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette primaire, que j'ai perdue, dans un style plus classique, c'est qu'il a été capable de projeter un sens, de voir loin. On nous dit souvent, vous êtes un peu myope les politiques, surtout ceux qui ont de l'expérience, 20 ans, 25 ans. Vous discutez du détail de la taxe d'habitation, vous avez tout l'historique, vous avez... Lui, tout d'un coup, il a projeté. Un projet, c'est projet, hein, c'est étymologique, jeter devant. Et d'ailleurs... ça permet de sortir de la dépression, car on sait souvent que la dépression s'accompagne précisément de ce volet noir qui tombe. Là, tout d'un coup, il a redonné, ce qui a toujours été un débat d'ailleurs dans la vie politique, du sens en allant loin. Mais il faut le chemin pour y aller loin. Donc je crois qu'il a effectivement marqué et pris en charge des débats sur le travail, sur le revenu d'existence, qui sont des débats qui nous projettent à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et en même temps, il faut qu'il fasse le chemin. Il avait dit, il y aura des étapes. Et bien entendu, dans le petit jeu politique, j'en étais. On va lui dire, ah dis donc, ça c'est 300 milliards. Alors il répondait, oui, mais pas tout de suite. Bon, il fallait préciser, c'est fait, ce que serait dans la première étape, très précisément, le revenu d'existence. Je crois qu'il répond là... C'est plus universel. Vous-même, vous dites revenu d'existence. C'est un peu plus compliqué, vous verrez dans la présentation qui va être faite, parce que en réalité, le revenu d'existence, simplement, il ne sera pas versé, en ce sens, vous avez raison, à tout le monde, mais comme il va être financé par une fiscalité et porté sur la feuille de paye de tout le monde, il sera en ce sens universel. Il est sous condition de ressources, pardon, M. Payan, mais sous condition de ressources, ça change tout dans la philosophie, l'esprit. Sous condition de ressources de... il sera plus versé à tout le monde, mais il sera versé à des gens qui n'ont pas suffisamment de ressources. Parce que tout le monde aura déjà... Ceux qui ont déjà les 600, effectivement, n'en auront pas davantage, donc en ce sens, oui, mais on fera en sorte que tout le monde ait au moins 600. Et de ce point de vue, ça répond quand même à deux questions qui, pour moi, étaient... Tout le monde. Oui, tout le monde au départ. Selon le... Non. Précisément parce qu'elle les a déjà. Tout le monde sauf elle. Précisément parce qu'elle a déjà. C'est une très bonne idée. Merci. Mais la question, ça répond à deux questions fondamentales. Une question, et là encore, c'est le problème d'avoir un peu de mémoire, c'était une question que nous avions mis dans le débat en 2002, mais ça s'est mal passé, vous vous en souvenez. C'est la question des jeunes. La question des jeunes et des 18-25 ans. Donc cette question, elle est réglée là, c'est-à-dire en disant, ceux qui ont des droits à partir de 25 ans quand ils sont dans la difficulté, en auront à partir de 18 ans. Et puis la deuxième question, qu'on pouvait traiter d'une autre manière, mais qui est traitée là, c'est celle du pouvoir d'achat de ceux dont les revenus sont les plus faibles, donc d'une augmentation de la prime d'activité sous la forme du revenu d'existence. Bon, moi, ça me semble utile. Un peu corrigé, ça vous semble utile. Vous savez, je pense qu'il y a deux choses que doit faire Benoît Hamon. Il doit continuer de rassembler, et il doit donner, c'est très important, parce qu'on va sans doute avoir à en parler. Moi, je ne crois pas à la politique individuelle. Vous savez, le mouvement En Marche, EM, c'est le mouvement Emmanuel Macron. Bon, moi, je crois que la démocratie, elle a besoin... C'est marrant parce qu'on vous parle du pouvoir. Déjà, tout de suite, on est sur Macron. Non, justement, j'y viens. Et je pense que la deuxième chose, il doit rassembler la famille socialiste, parce qu'on voit bien ce qui se joue dans cette élection présidentielle, qui, à mon avis, est extrêmement grave, C'est la disparition des forces politiques traditionnelles qui structurent notre vie politique, sans doute parce qu'elles ont failli d'une certaine façon depuis un siècle et demi. Mais après, c'est l'aventure. C'est l'aventure du ni gauche ni droite, ce qui est assez curieux, parce qu'il faut gouverner, il faut trouver une majorité. Mais il faut dépasser. Vous l'avez dit vous-même à propos de Benoît Hamon. Oui, pourquoi c'est grave? Il faut se projeter. Pourquoi pas? Il faut se projeter. Vous voulez nous expliquer qu'il fallait se projeter. Vous imaginez quand même, vous imaginez le jour d'après, vous ne pouvez pas faire voter une loi. Vous pensez que la gauche et la droite, c'est la même chose? Mais alors, ça a été la même chose sur l'éducation, ça a été la même chose sur le mariage pour tous, c'est la même chose. Donc, nous sommes dans le moment de la plus grande confusion. Mais vous savez, la confusion, elle est... au clivage gauche-droite, oui. Non, mais à un moment, vous étiez proche du MoDem, vous vouliez un grand rassemblement. Vous vous rendez rassemblement. compte de ce que vous dites? Laissez-moi vous parler une seconde.
Je suis celui qui a souhaité ça, vous avez raison. Je suis celui qui est pour le contrat de gouvernement. Je suis mendésiste. Je suis celui qui regarde ce qui se fait en Allemagne. Vous êtes macroniste, en fait. Mais justement pas. Et comment la confusion intellectuelle dont le débat public est nourri, on voit bien que c'est une affaire individuelle. Est-ce que vous voyez que la destruction, le SPD allemand n'existe plus? Vous connaissez le texte entre la CDU et le SPD, 350 pages. Je demande que ça. Il y a un contrat serré. Les formations politiques existent. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on propose. C'est un parti socialiste. Et d'ailleurs, je le dis à tous les socialistes. Restez au parti socialiste s'il doit y avoir demain un élargissement. Vous étiez contre le fait de s'élargir au MoDem sur des bases programmatiques, alors que même à ce moment-là, vous vous en souvenez, François Bayrou a appelé voter François Hollande. Et aujourd'hui, vous partez sans aucune négociation, sans savoir quel va être le projet de gouvernement, sans avoir discuté une orientation politique, uniquement pour des raisons qui sont soit de désespoir, soit d'inquiétude par rapport à des destins individuels. Ça, c'est l'échec du quinquennat de François Hollande. À mon avis, ça vient plus loin. Peut-être plus loin, mais enfin là, ponctuellement, si François Hollande avait réussi son affaire, la situation ne serait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire que le Parti socialiste n'aurait pas investi en opposant. Je ne crois pas. Parce que vous avez la même chose, Macron n'existerait pas. Vous voyez bien à droite. Donc la crise politique s'amplifie. Et moi, je pense qu'il n'est pas une solution. Emmanuel Macron, en ce sens, il est une expression de la crise politique que nous vivons. Je n'ai vraiment rien contre l'individu, même rien contre ses Emmanuel soutiens. Macron, mais je pense que la vie politique, faites attention, le ni droite ni gauche, c'est pas une nouveauté. Que des gens ne se posent pas la question avec qui nous gouvernons le lendemain. Quand j'entends, nous ferons un jour un texte avec la droite, un jour un texte avec la gauche. Mais enfin, ça va durer combien de temps? Quelques semaines. Vous pensez qu'un jour, les gens vont voter pour un budget plus important pour l'éducation nationale, puis le lendemain sur l'ISF, qu'à ce point-là, c'est-à-dire sortir les actions de l'ISF. Donc, nous cherchons encore la confusion et la crise. Et donc, j'alerte, la France n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de clarté et elle a besoin donc d'une opposition claire sur des projets entre la gauche et la droite. Cette conversation... Serait-ce des gauches moderne, plus moderne. Cette conversation, Vincent Payon, reprend dans une minute. Il est 8h40, Victor Mattei, là. Une agression à la hache hier soir à la gare de Düsseldorf, c'est dans l'ouest de l'Allemagne. Bilan 7 blessés, dont 3 graves. L'auteur des faits a été arrêté. Il s'agit d'un homme de 36 ans, originaire d'ex-Yougoslavie, souffrant d'après la police de troubles psychiques. En Suisse, pas d'informations sur les 2 personnes qui ont tiré dans un café de la ville de Bâle. 2 hommes armés toujours en fuite. La fusillade a fait 2 morts et 1 blessé grave. Les 8 juges constitutionnels de Corée du Sud confirment à l'unanimité la destitution de la présidente du pays, impliquée dans une affaire de trafic d'influence. Une élection anticipée devrait avoir lieu dans les 60 jours. La Pologne dénonce le diktat de Berlin après la reconduction de Donald Tusk comme président du Conseil européen. La Pologne est la seule à s'être opposée. Le gouvernement nationaliste refuse d'accorder sa confiance à l'ancien Premier ministre polonais de centre droit. Et puis depuis ce sommet de Bruxelles, François Hollande appelle le cimentier Lafarge à la prudence. Le groupe franco-suisse, leader mondial du secteur, s'est dit prêt hier à vendre son ciment aux États-Unis de Donald Trump pour construire le fameux mur anti-immigré à la frontière mexicaine. France Info. L'émission politique de France Info se poursuit avec Vincent Payon. Ce matin, la question, c'est vous, Gilles Bernstein. Oui, on voit que la campagne de Benoît Hamon a du mal à rassembler et j'ai l'impression que vous vouliez en parler. Écoutons par exemple le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen, ce qu'il en dit. C'est un programme de rupture avec sa famille politique. C'est un programme d'une gauche radicalisée. Il s'est, j'allais dire, isolé en tenant un discours extrêmement radical, isolé par rapport à sa propre famille politique, la social-démocratie, le social-réformisme. C'est un socialisme de rupture qu'il propose. Or, nous sommes pour la réforme. C'est la tradition du Parti socialiste. Benoît Hamon est-il un peu isolé ? Comme le dit Jean-Marie Le Guen. Vous savez, je l'avais dit, c'était la raison de ma candidature dans la primaire, que ce soit Jean-Marie Le Guen, qui représente aussi une extrémité, on va dire, du Parti socialiste, ou que, de son côté, il est tout à fait minoritaire et radical à sa façon. Vous êtes sympa entre vous, c'est adorable. Mais justement, laissez-moi finir. Pour Benoît Hamon, je l'avais dit, il y aura une difficulté. Vous avez les fondeurs d'un côté, Benoît Hamon en a été, et de l'autre côté, donc il faut rassembler. On voit bien, c'est toujours la même chose. Moi, je suis toujours du côté du rassemblement. Alors on se dit, il est curieux. Mais parce que je sais qu'il n'y a pas d'avenir entre... Mais oui, bien entendu. Donc, chaque fois, j'ai fait toutes les campagnes présidentielles. Toutes. Alors, celle de Jospin 2 fois, celle de Ségolène Royal, je n'étais pas ségolèniste, après on vous dit Ségolène soutien de... Parce que je sais que la famille socialiste dont la France a besoin, qui a fait des grandes choses, elle ne fonctionne que si elle se rassemble. Oui, mais là, et puis, il y a des gens qui n'y arrivent pas, chaque fois. Et on voit bien que ça a déjà été le cas.
C'est ce que dit Jean-Marie Le Guen. Oui, mais bien sûr, enfin, il ne l'est pas non plus. Faisons simple. Il n'est pas non plus. Donc aujourd'hui, avec l'hyper... Faisons simple. Non, attendez, laissez-moi finir. Donc c'est toujours plus intéressant de prendre aujourd'hui ceux qui, évidemment, vont venir dire des choses sur leur camp qui sont désagréables. Moi, je dis, et je m'adresse par votre intermédiaire aux socialistes pour les semaines qui viennent, maintenez votre unité quoi qu'il se passe. Maintenez votre unité quoi qu'il se passe. On verra si c'est un vœu pieux. Dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de votre famille politique. Parce que sinon, partir sur une absence de projet politique, mettre en péril... Emmanuel Macron, c'est une obsession, là. Non. Oui, partir sur une absence de projet politique, c'est Emmanuel Macron. Il part chez qui? Chez Macron. Bon, alors merci. Mais vous dites aux autres, ne partez pas, ou vous dites à Benoît Hamon, fais les gestes qu'il faut pour rassembler. Bien sûr. Et d'ailleurs, si vous le regardez bien, que ce soit sur le projet... hier, il ne les a pas fait. Le traité budgétaire, que ce soit ce dont vous m'avez parlé, le revenu d'existence est la première étape. Tout cela par rapport à ce qui était précédemment dit dans la primaire, il y a une évolution. Et chacun doit l'entendre. Sa première réponse hier, je veux tourner la page. Entre guillemets du quinquennat. Non, pas entre guillemets du quinquennat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, vous savez, c'est quand même très frappant, c'est que, et moi je le dis le premier, c'est très intéressant pour moi. Moi, j'ai fait les programmes présidentiels depuis 20 ans. Je suis content que d'autres les fassent. Il y a un moment dans cette vie où, quand on a 55, 60, 65 ans, on peut se dire, il l'a dit d'ailleurs hier pour la génération qui vient, donnez-leur les moyens de construire, eux, leur propre avenir. Et pas nous, de ne pas vouloir partir à la retraite. Ça existe aussi en politique. Et je le vois dans un certain nombre de soutiens. Donc, de temps en temps, il faut voir plus loin que sa propre personne. Une question Bien simple. entendu, le Parti socialiste, vous le connaissez magnifiquement, non seulement dans les 20 dernières années, mais dans son histoire. Il a toujours était composé de sensibilités différentes. Et il n'a été utile au pays que quand il a été capable de les rassembler. Il faut pour ça que les uns et les autres soient à la hauteur du destin. On me dit, la France est en danger. C'est pas faux. L'Europe est en difficulté. C'est vrai. Alors, allons un peu au-delà de ce à quoi on assiste. Quand même, une primaire, il y a des règles. La décence dans la vie politique, il n'y en a plus. Moi, j'ai porté mes idées. Mais quand on s'engage et qu'on dit « je soutiendrai le vainqueur » après un suffrage démocratique, c'est le roc. On le fait. On essaye d'influer autant qu'on le peut. Qui est indécent? Mais tous ceux qui se refusent une fois de plus... Non, c'est pas question de... Si c'est question, il y a des gens, vous parlez de gens. Vous dites qu'il y a une décence. Je pense que lorsqu'on est engagé, que sa formation politique, celle dans laquelle on a milité 30 ans, a choisi qu'on ne l'a pas contestée, une procédure, on la respecte. Vous imaginez nos concitoyens, à un moment où tout le monde est perdu sur les valeurs, sur l'autorité, et on passe notre journée à dire ça, et nous-mêmes, on dit des choses, on s'en affranchit, parce que ce n'est pas le résultat qu'on souhaitait. On va essayer de concrétiser le propos. De temps en temps, il faut avoir... Oui. On va essayer de concrétiser le Avec propos. plaisir. On va écouter un indécent, Bertrand Delanoë sur France Inter, qui soutient Emmanuel Macron, et il explique pourquoi. Indécent, c'est peut-être que dans 2 mois, l'idéologie et les méthodes de l'extrême droite dirigeront la France. Ça me hante. Il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Sur tous ces points, je pense que le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste, réformiste, européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron. La possibilité de voir Marine Le Pen élue le hante, et donc vote utile, il soutient Emmanuel Macron. Vous répondez quoi à cet argumentaire de Bertrand Delanoë? Je pense qu'il y a une erreur d'analyse. Bien entendu, moi aussi, c'est une obsession. Et il faut réfléchir à pourquoi aller à ce niveau. Et je pense que ce dont nous avons besoin pour éviter le thème majeur de Marine Le Pen, c'est tous les mêmes, gauche et droite. C'est pas de montrer qu'elle avait raison, en unissant des gens de gauche et de droite sur la même politique qui se continue, mais en étant capable de remettre dans le débat public de la clarté et parler aux populations qu'elle prétend représenter aujourd'hui. La faillite de ma génération politique, c'est d'avoir été incapable de faire ça. Et donc, je crois que ce que représente Emmanuel Macron, je le connais, je l'aime bien, ce n'est pas une difficulté, me semble être cette confusion précisément. Vous nous dites qu'il dit la même chose que Marine Le Pen. Pardon ? Emmanuel Macron dit la même chose que Marine Le Pen. Mais je vous pose la question. Non, ce que dit Guy est intéressant. Vous dites que Emmanuel Macron donne raison à Marine Le Pen en mélangeant droite et gauche. Je dis que... c'est pas moi qui le dis. C'est une évidence que Marine Le Pen a passé son temps à dire que la gauche et la droite, c'est la même chose. Dès lors que on montre qu'on peut gouverner de Robert Hue à Alain Madelin, excusez-moi, il y a des gens du Parti socialiste, même de l'ancien Parti communiste et de la droite. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les clivages et les choix qu'on doit faire vont se déporter. Ils ne seront plus entre la gauche et la droite, ils seront entre un magma
dans lequel vous avez de la gauche et de la droite, et la seule alternance suivante, ce sera Marine Le Pen. Et je pense que ce n'est pas la bonne solution. Ça n'est pas nouveau. Comme vous, je connais un peu l'histoire de France. Il y a eu dans l'histoire de France, à différents moments, précisément des aventures, souvent assez personnelles, qui prétendaient dépasser. Et ça, François Mitterrand en 88, la France unie. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Tiens, je comprends pas. Franchement, il y a une mission pédagogique pour éviter ce qu'on craint tous. Je vous ai déjà dit, par exemple, pour l'Allemagne. Je vous ai bien dit, et j'espère que j'ai été compris, que c'est une alliance qui repose sur le maintien des partis traditionnels capables de se parler, pas sur leur dissolution. Si vous ne voyez pas la différence, j'espère que ceux qui nous écoutent la voient. François Mitterrand n'a pas fait ça du tout. Vous avez une majorité de gauche, c'est ce que je souhaitais plus dans la clarté, qui s'élargit. Ça, c'est autre chose. Là, c'est pas ça. C'est dissoudre les partis structurés. D'ailleurs, je vous le dis, parce qu'il faut le dire à nos concitoyens. Comme ça, on ne sera pas pris au dépourvu dans un mois et demi. Quelle sera la majorité d'Emmanuel Macron? Tout le monde m'a expliqué. Députés qui le soutiendront. Combien? Une majorité, je ne sais pas, il y a des élections législatives après. Et si enfin, je sais pas, il n'est pas inimaginable, mais enfin, moi, ça m'est égal, c'est pas un souhait, mais c'est de la réflexion. Il n'est pas inimaginable qu'un président élu demande une majorité à ses concitoyens et obtienne qu'aux élections législatives, il ait cette majorité. Enfin, moi, j'ai regardé les projections. Avec des présidents socialistes. Non, parce qu'ils avaient un parti, une majorité. Vous ne pouvez pas dire ça, Jean-Michel Apathy, sinon vous introduisez la confusion. Il y avait Mitterrand, il a reconstruit le Parti socialiste. Ça lui a pris combien d'années? Il a fait l'accord avec les communistes, il a fait l'accord avec les radicaux. Et vous êtes en train de nous dire c'est la même chose. Son parti ne s'appelait pas FM. Mais depuis quand un parti s'appelle « Mon projet, c'est moi-même » Je ne suis pas le parti libéral, je ne suis pas le parti socialiste, je suis le parti En Marche, Emmanuel Macron. Donc je veux dire, franchement, moi je n'ai pas d'autre intérêt. Je veux au moins que les gens, s'ils vont dans cette direction, sachent ce qu'ils font. Et quand j'écoute les uns et les autres, la seule chose que je comprends, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi je dis, le ni droite ni gauche n'a jamais apporté rien de bon. On ne peut pas gouverner sans majorité. Et un parti, c'est mieux de l'inscrire dans une histoire et une idéologie que sur son propre nom. Et on se retrouve dans une minute. Tout pile, l'essentiel de l'info, c'est VM. Victor Maté. Aucun dégât signalé pour l'instant après un tremblement de terre ce matin de magnitude 4,6 dans les Pyrénées. La secousse a été ressentie à Pau, à Bayonne également, à Biarritz. Plus de 6 sympathisants PS sur 10 interrogés approuvent les cadres socialistes qui soutiennent Emmanuel Macron plutôt que Benoît Hamon. C'est une enquête Odoxa pour France Info. Le candidat du PS n'arrive d'ailleurs que 3e dans les intentions de vote, derrière le candidat d'En Marche et Jean-Luc Mélenchon. Violence, rébellion, outrage, plusieurs des chefs d'accusation après les incidents de mardi au lycée Sugère de Saint-Denis. 6 jeunes, tous mineurs, sont désormais mis en examen. Et puis en football, 4 coups de griffe pour Lyon, 4 buts pour l'OL contre la Roma. Victoire 4-2 en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Le match retour aura lieu jeudi prochain en Italie. France Info. On est ensemble avec Vincent Payon jusqu'à 9h sur France Info. Question Jean-Michel Apathy. J'ai une question simple. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous espérez que François Hollande soutienne Benoît Hamon? La situation du président de la République est très particulière, mais il me semblerait normal qu'à un moment ou un autre, le président de la République fasse connaître son choix par rapport à sa famille politique. Maintenant... Alors, ça, c'est une réponse de principe, qu'il fasse connaître son choix. Est-ce que vous souhaitez que François Hollande soutienne Benoît Hamon? Moi, je trouverais, si vous voulez, préférable, vous l'avez vu dans tout ce que je vous dis, qu'on revienne à des bases assez classiques. Quand on a été élu à l'issue d'une primaire, des socialistes, élargis à leur famille proche, eh bien, même quand on peut avoir des désagréments, j'ai fait 6%, donc j'en ai eu quelques-uns à la primaire, je crois que c'est bien de montrer qu'on est capable d'assurer une continuité. Maintenant, nous sommes dans un moment... Et donc, ça veut dire que vous souhaitez que François Hollande soutienne Benoît Hamon? Oui, je pense qu'à un moment, il devra s'exprimer dans ce paysage politique pour remettre de la clarté là où la confusion ne cesse de s'installer. Mais si Benoît Hamon ne veut pas du bilan... je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une petite objection. Oui, je vous en prie. Si Benoît Hamon ne veut pas du bilan de François Hollande, ce qu'il a déjà dit, est-ce que le soutien de François Hollande, c'est pas un peu le baiser de la mort? Vous savez, je crois que, bon, là, on est dans des... Mais j'ai cru comprendre qu'il défendait hier un certain nombre de choses, le compte pénibilité, qu'il a honoré l'engagement du président sur la question du fonds de défense européen. J'ai cru comprendre qu'il ne trouvait que le bilan éducatif n'était pas si mauvais que ça. Donc, je pense qu'il faut... La loi El Khomri, ça fait partie des choses, justement, sur lesquelles je suis content, et je le dis à tous, qu'on soit sorti du binaire. Il y a dans la loi
El Khomri, des difficultés sur lesquelles il faudra revenir. C'est la hiérarchie des normes en particulier, mais il y a des choses qui sont utiles, et je crois que maintenant, Benoît Hamon l'a reconnu. Et il y a une façon pour entrer dans le jeu politique, et ça concerne tout le monde, de vouloir se caricaturer, parce que c'est comme ça qu'on se fait entendre, y compris ceux qui... Mais je crois qu'en réalité, au moment où on arrive à quelle politique on peut mener, il faut changer un peu de discours. Et de ce point de vue-là, je considère, moi, que depuis un mois, il y a des évolutions qui sont utiles pour que ce projet puisse être le projet de tous les Français dès le lendemain de l'élection et rassembler les socialistes. Parce que c'est quand même l'affaire essentielle. Rassembler les socialistes. Alors, certaines formules utilisées par certains dirigeants socialistes nous surprennent parfois. Nous voulions vous faire écouter Arnaud Montebourg. Pour moi, il est en train de faire le programme de l'UMPS, c'est-à-dire finalement la droite et la gauche ensemble qui décident de poursuivre la politique qui a été finalement menée il y a 20 ans et qui nous a conduit à 6 millions de chômeurs. Alors, là, Arnaud Montebourg, comme vous finalement, parle d'Emmanuel Macron parce que c'est difficile de parler d'autre chose. Mais ce qui nous a surpris là, c'est la formule UMPS. Donc Marine Le Pen a raison depuis des années, l'UMPS, ça existe bien. Non, oui, enfin, il semblerait qu'il y ait des gens de l'UMP et du PS qui se mettent ensemble. Donc, vous savez, il y a quelque chose, heureusement, de têtu dans l'histoire. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu des chambres à gaz et qu'on ne peut pas le nier. Il y a aujourd'hui des gens de l'UMP, il me semble, de le voir. Il y a des gens du PS, il me semble, de la... Excusez-moi. Mais pour une raison simple, je suis sur des faits. C'est toujours difficile. Vous me dites, vous êtes sur une interprétation. Moi, je suis sur les faits s'obstinent. Les faits engagent. Donc, on n'est pas dans l'interprétation. Il faut nuancer. Donc, à un moment, est-ce que... Oui. 1988, vous voyez, je suis allé fouiller un peu parce que le gouvernement Rocard, il a la majorité relative, pardonnez-moi. Il y a des textes qui sont votés avec des députés de droite et du centre. Vous l'avez oublié ? Non, pas du tout. Je m'en souviens même très bien. Alors, et je me souviens très bien du secrétaire d'État qui faisait ça. Pourquoi Emmanuel Macron ne pourrait pas faire ce qu'a fait Michel Rocard en 1988 quand Jean-Michel vous parlait de la France unie ? Au Parlement, qui était obligé chaque fois d'aller chercher parce qu'il nous a manqué quelques-uns. Mais c'est bien ce que vous disiez à Paty tout à l'heure. Non, parce que là, vous aviez une majorité. Souvenez-vous comment Mitterrand fait la campagne, si vous me permettez. Mitterrand dit qu'il ne faut pas une trop grosse majorité, à la surprise des socialistes. Ça avait été tout à fait étonnant. Mais nous avons quand même un très grand nombre et un bloc, qui est un bloc de gauche, qui est important. Il faut aller chercher chaque fois 10, 15 voix. Ce n'est pas la même chose. Là, on est sur un registre qui est totalement différent. Ténu, hein. Franchement, la différence, c'est vraiment, vous voulez faire... Alors, dites-moi, avec qui il va gouverner? Nous, on gouvernait à gauche et on allait chercher quelques centristes ou quelques députés. Là, il va gouverner avec qui? Donc, la majorité, ce sera le PS ou ce sera les Républicains? Parce que nous, c'était clair, c'était quand même le PS. On allait chercher des voix. Mitterrand, il a gouverné. Enfin, écoutez, Jospin, c'était Michel Rocard, le Premier ministre. Jospin, le numéro 2. Vous ne vous souvenez pas? C'était pas un gouvernement dont les éminences... Je me souviens de Jean-Pierre Soisson, je me souviens de Michel Durafour, je me souviens d'Olivier Jean-Marie Roche. Je me souviens de Jean-Marie Roche, je me souviens de tout un tas de gens qui... D'accord, donc vous aviez... Et les auditeurs de moins de 20 ans, comme on me le dit dans l'oreillette, sont tous partis. Oui, on fait un peu d'histoire là. Deuxième mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y avait une majorité socialiste qui cherchait à s'élargir? C'est très ténu, comme vous le disiez. Mais pourquoi c'est très ténu, enfin? Là, il y a un problème quand même historique. Excusez-moi, la majorité de Mitterrand et les premiers ministres, on savait qui c'était à l'avance, c'était pris évidemment dans le camp du Parti socialiste, mais le Parti socialiste n'ayant pas la majorité à lui tout seul, il y avait eu ce débat de 88 qui était celui de l'ouverture à quelques personnalités. On a eu aussi Bernard Tapie. Tout à fait. Bon. Donc, mais la base, elle était socialiste. Le président de l'Assemblée nationale, c'est Henri Emmanuelli. C'est pas un centriste, etc. Ce qui est frappant dans l'interview qu'on mène et qui nous a surpris un peu parce qu'on l'a construite un peu différemment, c'est que... Bon, mais revenez à vos... Non, mais on s'adapte. Et puis on peut reprendre une demi-heure. C'est bientôt fini. Emmanuel Macron, c'est le danger. Non, Emmanuel Macron, c'est le problème. Je vais vous dire... Non, moi je veux qu'on ouvre les yeux. Mais si vous m'interrogez sur Jean-Luc Mélenchon ou François Fillon, je le fais avec plaisir. Mais spontanément, vous n'avez parlé que d'Emmanuel Macron. Franchement... Il n'y a pas que moi. Hein. Regardez le nombre de une de magazines, regardez le poids des sondages. 4 sondages par jour sur mon... C'est le chouchou des médias. C'est le chouchou des médias. Essayez pas de me réduire à ça, franchement, Jean-Michel Apathy. Vous avez raison. Moi, j'attends le parti JMA. Je marche aussi. Vincent Payon, en un mot, Benoît Hamon a dit hier qu'il avait des idées de son éventuel futur Premier ministre. Est-ce que vous savez à qui il pense? Est-ce que ça peut être vous?
Je n'en sais rien du tout. Moi, j'essaye, je sais que ça finit, mais finalement, ça a une forme d'utilité dans le débat public de vous dire mes convictions. Ce matin, j'en ai dit sur le clivage gauche-droite. J'ai appelé mes camarades à rester. Et je pense que dans le moment que nous vivons, c'est l'actualité, vous l'avez dit vous-même, il fallait essayer de dire ça. Je le crois, c'est ma conviction. On verra ce que les uns et les autres en pensent. Merci Vincent Payon d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci et bon week-end.